Face à la tension provoquée par la résurgence d'un différend territorial entre Djibouti et l'Érythrée, l'Union africaine réunie à Nairobi au Kenya a fait part de son inquiétude. En RDC, de violents affrontements entre l'armée congolaise et un groupe d'autodéfense ont eu lieu dans l'est du pays. Bilan, un soldat et 12 miliciens tués. En Côte d'Ivoire, Abidjan s'apprête à accueillir la toute première édition de Pharma Africa, le tout premier salon d'affaires destiné aux acteurs pharmaceutiques, parapharmaceutiques et cosmétiques. Face à la tension provoquée par la résurgence d'un différend territorial entre Djibouti et l'Érythrée, à la suite du retrait des soldats du Qatar déployés dans le secteur disputé entre les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique, l'Union africaine a fait part de son inquiétude. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé au calme et à la retenue après que Djibouti eut accusé l'Érythrée d'avoir profité du retrait du contingent du Qatar pour occuper la partie du territoire revendiqué à leurs frontières par les deux pays. Dans un communiqué samedi, l'Érythrée, qui n'a pas réagi directement à ces accusations, indique qu'elle ne répondrait pas aux informations factuelles et spéculatives produites ces derniers jours. La Commission de l'Union africaine, en étroite consultation avec les autorités djiboutiennes et érythréennes, a entrepris de déployer une mission à la frontière érythréo-djiboutienne pour établir les faits. Le Conseil de sécurité de l'ONU, pour sa part, tiendra ce lundi à New York des consultations sur le différend entre Djibouti et l'Érythrée. Une réunion à huis clos demandée par l'Éthiopie, membre non permanent du Conseil. En République démocratique du Congo, un soldat et 12 miliciens ont été tués samedi lors de violents affrontements entre l'armée et un groupe d'autodéfense près de Beni, au nord de la province du Nord Kivu. L'incident serait survenu lorsque les Maïmaï ont attaqué à la première heure les positions de l'armée régulière à Kabacha. La riposte à l'armement lourd aurait permis d'anéantir les assaillants. Les Maïmaï sont des groupes d'autodéfense constitués sur une base essentiellement ethnique. Pendant la Deuxième Guerre du Congo, de 1998 à 2003, nombre de ces groupes ont été armés par le pouvoir pour combattre les envahisseurs ougandais ou rwandais. Certains n'ont jamais désarmé. L'Est congolais, consterné de groupes armés nationaux et étrangers, est déchiré par de plus de 20 ans de conflits armés alimentés par des différends ethniques et fonciers, la concurrence pour le contrôle des ressources minières de la région et des rivalités entre puissances régionales. Il y a 6 jours, plus de 900 détenus s'étaient évadés après une attaque de la prison centrale de Beni par des personnes armées non encore identifiées par les autorités. Jamais une marche n'a mobilisé autant de personnes. Les partisans du non au référendum du 9 juillet, sous l'impulsion de la plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution, a drainé de la place de la Liberté à la Bourse du Travail, en passant par le boulevard de l'Indépendance de Bamako, plusieurs centaines de milliers de personnes. Désormais, plus qu'un non au référendum, les manifestants veulent un retrait pur et simple du projet de révision constitutionnelle. C'est un projet qui donne tous les pouvoirs au président de la République. C'est un projet qui est illégitime parce que le peuple malien n'a pas été concerté. C'est un projet qui n'est pas motivé parce qu'on n'a jamais expliqué aux gens pourquoi on veut changer la constitution. Par conséquent, collectivement, le peuple malien se soulevait ce matin pour dire non. Nous disons à Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui que le peuple ne veut pas de cette constitution. Il serait sage d'y renoncer tout simplement. La plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution est composée des organisations politiques, de la société civile, des jeunes, des artistes et autres leaders d'opinion. Sur les banderoles et autres pancartes portées par les manifestants, on pouvait lire « Carton rouge pour Ibeka, non au référendum, non à la partition du Mali, touche pas à ma constitution ». Une marche pour préserver les acquis de la lutte du 26 mars 1991, estiment certains manifestants. Nous n'avons pas fait partie Moussa Traoré pour 23 ans après remettre tous les pouvoirs à un seul homme. Ce projet porté par Ibeka, Manassa et Kassim Tapo
est une manière institutionnelle de concentrer les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires entre les mains d'un seul homme. La constitution du 25 février 1992 a été écrite par le sang des Maliens. Il ne faut pas que le président oublie ça. Ceci, c'est un avertissement pour le gouvernement, pour Ibeka et son gouvernement, pour qu'il retrait purement et simplement ce projet de révision constitutionnelle. Rappelons que ce n'est pas la première fois que le projet de révision constitutionnelle est lancé au Mali. En 1995 et en 2011, les présidents Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré avaient été contraints de surseoir au même projet de révision constitutionnelle du 25 février 1992. Le peuple malien s'est mobilisé. Aujourd'hui, vous voyez, la jeunesse malienne est sortie pour dire non à la monarchie, pour dire non à la dictature personnelle, pour rejeter purement et simplement le projet, concocté par Ibrahim Boubacar Keïta et l'ensemble de ses conseillers, l'ensemble de ses ministres. Ce projet qui veut faire du Mali une dictature personnelle. Ce projet qui veut remettre en cause les acquis démocratiques de mars 91. Ce projet qui veut jeter notre constitution du 12 février 1991 dans les oubliettes de l'histoire. Nous sortons pour dire non et nous n'accepterons pas le passage en force. Ils n'ont pas besoin d'être des physiciens pour comprendre que la force appelle la résistance. Ils veulent passer en force, nous organisons la résistance. Oui, un changement de constitution, mais dans un climat apaisé. Oui, un changement de la constitution. Lorsque le pays est libéré, pas au moment où le pays est pris, les 2/3 du pays sont sous le joug des séparatistes. Ce n'est pas le moment de changer la constitution. Une constitution, c'est la loi fondamentale. Et cette loi fondamentale, c'est le peuple malien dans son entier, ensemble, qui doivent le changer. Pas un groupe de partis, pas un groupe d'individus, pas des irresponsables seuls qui vont se procurer de notre constitution, qui a été fondée dans le sang de martyrs. On ne peut pas l'accepter. On est là pour le Mali, on est là pour nos enfants, on est là pour nos petits-enfants. Si on ne marche pas aujourd'hui, demain, c'est une monarchie qui sera instaurée. Non, non, carton rouge à ce régime. Nous sommes tous sortis, maliennes et maliens, comme un seul homme. C'est pour dire non à ce référendum. C'est pour dire non à la division du Mali. C'est pour dire non à cette impréparation qui amènera à l'abîme ce pays. C'est pour dire non à un monarque. C'est pour dire non à un Mali qui va en déclin. L'opposition ivoirienne a réuni des centaines de personnes samedi dans les rues d'Abidjan après l'appel à manifester contre une situation politique fragilisée par les mutineries de soldats en mai dernier. Cette marche de la colère a été l'occasion sous la pluie pour les manifestants d'agiter des pancartes où l'on pouvait lire « On paie le mutin, on méprise le fonctionnaire » ou encore « Libérez Gbagbo ». Selon Pascal Afine-Guessan, il s'agit d'une manifestation contre une situation politique chaotique, notamment contre les mutineries qui ont fragilisé l'autorité de l'État et ont porté gravement atteinte à la crédibilité des institutions. Il faut que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique. Il faut que la justice soit impartiale. Il faut que l'administration soit neutre. Il faut que nous ayons une armée républicaine. Et donc nous sommes prêts à continuer notre combat sur tous les terrains pour que les fondamentaux de la République soient rétablis et que le jeu politique se déroule dans un contexte sécurisé, transparent et apaisé. Et donc c'est cela notre ambition, de manière à ce qu'en 2020, l'alternance soit possible en Côte d'Ivoire. Au cours de la manifestation, les partisans du FPI, parti de Laurent Gbagbo, n'ont cessé de réclamer la libération de l'ancien président. Nous avons Laurent Gbagbo à la CPI, nous avons Blé Goudé, nous avons les exilés politiques, nous avons des enfants qui ne travaillent pas. Et aujourd'hui, vous voyez plein de dépressions des jeunes. C'est pas normal. Aujourd'hui, cette marche, c'est pour démontrer, nous sommes démocrates, et c'est pour démontrer aujourd'hui la colère. C'est une marche pacifique, mais notre colère, parce que trop c'est trop. Cela, vraiment, s'arrête et ça suffit. Le pouvoir en place devait pouvoir faire des pas. Il ne le fait pas. Il était opportun qu'on fasse cette marche pour dire, dans une république, on ne prend pas les armes pour revendiquer. Rappelons que les mutineries et les manifestations d'anciens rebelles démobilisés qui avaient pour épicentre la ville de Bouaké, située au centre du pays, ont fait 8 morts et ont paralysé plusieurs villes au mois de mai dernier.
La Cour pénale internationale annoncera le 6 juillet sa décision concernant la violation ou non des lois internationales par l'Afrique du Sud qui avait refusé d'arrêter sur son sol en 2015 le président soudanais Omar el-Béchir poursuivi pour génocide au Darfour. La CPI convoque pour le 6 juillet les représentants de l'Afrique du Sud et la procureure de la Cour pénale pour assister à son rendu de décision, précise un communiqué officiel. Pretoria avait affirmé en avril 2017, au cours d'une audience inédite devant la CPI, n'avoir violé aucune loi en refusant d'arrêter sur son sol en 2015 Omar el-Béchir. À la mi-juin 2015, Pretoria avait ainsi laissé Omar el-Béchir rentrer chez lui après sa participation à un sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Jamais inquiété jusqu'à présent, le président soudanais est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux émis par la CPI en 2009 et 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, province de l'ouest du Soudan, en proie depuis 2003 à une guerre civile qui a fait 330 000 morts selon l'ONU. Selon l'ordre des pharmaciens, on dénombre aujourd'hui en Côte d'Ivoire plus de 2500 pharmaciens. Malheureusement, le métier semble moins attractif. De plus en plus de diplômés en pharmacie se détournent du secteur. Des réflexions sont menées pour résoudre cette équation. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à faire en sorte que l'industrie pharmaceutique se développe en Côte d'Ivoire avec les locaux et avec l'accompagnement de tous nos partenaires internationaux. C'est important. C'est important et qu'il faut que vous vous retrouviez, il faut que vous vous mobilisiez et qu'en Côte d'Ivoire, on ne parle pas seulement d'officine, mais qu'on parle également d'industrie pharmaceutique, qu'on développe le partenariat sud-sud, nord-nord, tout ce que vous voulez, mais que vous soyez présents sur la scène et qu'on sente qu'il y a un certain dynamisme qui se développe dans le secteur de la pharmacie. Pour les professionnels du métier, il faudrait vite penser à définir les nouvelles tendances d'une profession en pleine mutation et d'accompagner les pharmaciens africains grâce à des solutions pratiques adaptées aux réalités du continent. Nous sommes plus de 2000 et quelques pharmaciens inscrits au Conseil de l'Ordre en Côte d'Ivoire. Et il n'y en a que 200 ou 300 qui ont le privilège d'aller à Pharmagora en France. Mais Pharmagora ne répond plus vraiment à nos spécificités. Quand on va à Pharmagora, c'est vrai, il y a des conférences, il y a des débats et d'autres salons qui se passent, mais on ne parle pas de nos maladies. Pharma Africa se veut une plateforme de découverte d'informations, de formation, d'échange et d'actualisation sur les cadres légaux et réglementaires au plan national et international. Plus de 5000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous en octobre 2017 à Abidjan.